Souminois 1 ou Sama 3, c'est le thème de l'émission de ce jour. Peut-on aujourd'hui parler d'un gouvernement qui a été composé ou un remaniement effectué? Voilà les sujets qui sera soumis à la réflexion au cours de l'émission d'aujourd'hui. Chers partenaires Gigi Link, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Gigi Link, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Gigi Link. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Gigi Link, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Gigi Link est pour vous. www.gigilink.com. Kala ezalaki soki ozo voyager ozana kin ozo kende poto tota na poto ojingo Kinshasa so ozana eloko akotindela mutu kala ezalaki il faut luka mutu wana opesa eloko po amemela ndeko na yo mais lelo oyo makambo nyonso wana ekomi digitalisé avec Gigi Link makambo échangé lelo oyo ozana sapatu ozana chemise ozana colis songolo olingo tindela mutu na Kinshasa to oza na Kinshasa ozana eloko olingo tina mutu na poto kende na site ya Gigi Link fongola compte na yo na site wana kanga photo ya colis na wana tia yango na kati ya Gigi Link fixe prix na yo okomona batu oyo bakozana na ba voyage ya kosala bakozwa colis wana bamemeli yo yango boyokani prix et puis bamemeli yo colis wana Gigi Link ayena innovation wana pona kosunga bandeko voyage na yo ezofuta yo osombi bien na yo cher ozana kilote na Gigi Link okosala mbongo isifika okota na site wana okomona batu bazali ko poster babiloko na bango oyo bakoninga kotinda soit na poto soit mutu azana Kinshasa alinga tindela mutu eloko na ye na poto bokende na site ya Gigi Link bokomona lelo oyo makambo nyonso za facilité voyage na yo ezali kofuta yo. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Nous allons recevoir dans cette émission un avocat. Il est juriste de formation. Il s'appelle bien Manix Ienda. Il est adhérent à la vision du président Tshisekedi. Monsieur Manix, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Kankou. Merci pour l'invitation. Et je profite à l'occasion de saluer le peuple congolais qui nous suit en ces nets moments, le Congolais de la diaspora, autant pour le Congolais du Congo profond. Vous avez quelle impression lorsque vous avez vu le gouvernement souminois? Peut-on dire qu'il y a eu un changement opéré ou on a reculé? Je continue de maintenir mes impressions de positivité parce que au-delà de toutes les tractations, au-delà de tout le débat, parce que ce qui est vrai, la nomination de ce nouveau gouvernement fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, compte tenu d'un certain nombre de points, notamment le point relatif à la représentation, le principe de la représentation nationale, le point relatif au quota des positionnements politiques par rapport aux partis membres de l'Union sacrée de la nation, autant pour cette histoire de maintenance de certaines figures qui étaient, depuis le premier gouvernement jusqu'à aujourd'hui, continuent d'être ministres du gouvernement. Pourtant, le peuple ne sent pas des résultats escomptés sur terrain, de par l'action de tous ces ministres qui sont aujourd'hui malheureusement reconduits. Et donc aujourd'hui, tout ce débat-là
est centré dans le microcosme politique national et ça devient pratiquement une préoccupation de tout un peuple. Mais après, nous devons faire confiance au président de la République, c'est lui le sélectionnaire national, c'est lui qui fait le casting, c'est lui qui sait les raisons et les motifs valables pour lesquels il a orienté ses choix sur chaque animateur du gouvernement. Mais est-ce qu'on a avancé ou on a reculé comparativement au passé? Parce que vous évoquez là beaucoup de questions. Représentation nationale, quota, membres, ICN, anciennes figures et tout ça. Et on parle même du tribalisme, la tribalisation des nominations. Est-ce qu'on a reculé ou avancé? Ben, je ne sais pas dire si on a reculé ou avancé du moment où les objectifs fixés par le président de la République en termes de son programme hexagonal avec le 6 points déterminants qui ne sont pas encore matérialisés par le nouveau gouvernement. Je ne sais pas jeter l'opprobre sur un gouvernement qui n'a pas encore commencé à exécuter sa responsabilité institutionnelle. On n'est pas encore dans les fonds. Mais je parle d'abord de la forme, la physionomie de ce gouvernement avec toutes les questions y afférentes. Mais justement, au niveau de la forme, je crois qu'il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup de problèmes. J'ai posé le problème sur le principe de la représentation nationale. Toutes les provinces ne sont pas représentées dans ce gouvernement. Il y a encore un problème de taille. Alors que tout le temps, le président de la République nous a rappelé cette obligation de réduire le train de vie des institutions de la République, d'un gouvernement de 57 ministres à un gouvernement de 54 ministres. Je crois qu'il n'y a pas de changement dans ce sens-là. Et au-delà de cela, il y a beaucoup de frustration par rapport à l'union sacrée de la nation, un grand regroupement, une grande plateforme politique contenant plusieurs partis politiques qui ne se retrouvent pas malheureusement dans la constitution de ce gouvernement souminois. Alors qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont milité d'abord pour l'obtention du deuxième mandat du président de la République. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en termes de stratégie, en termes de communication et même en termes d'investissement de moyens et d'énergie pour l'élection du président de la République. Mais à la plus grande surprise, on voit des gens comme ministre de la Justice Constant Mutamba qui est venu sans aucun principe, ni poids politique, ni appartenance au sein de l'Union sacrée de la nation. Pourtant, tous nous le connaissons comme un acteur dans l'opposition politique. Il a été élu comme député national, il a validé son mandat, il a signé son appartenance à l'opposition politique au sein de l'Assemblée nationale. Mais bon, par le pouvoir discrétionnaire du président de la République, cet opposant se retrouvait quand même au sein du gouvernement. Vous pensez qu'il est là par le pouvoir discrétionnaire du président de la République? Je vous ai dit... Et que sa présence ne répond à aucune règle jusque-là? La coalition de gouvernance dans un gouvernement ne s'est fait que par le moyen d'un dialogue politique. Si l'on avait organisé au départ un dialogue politique pour conjuguer les efforts entre la majorité et l'opposition, on pouvait comprendre la participation de ces opposants au sein du gouvernement, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu une concertation nationale et on ne sait pas qualifier ce gouvernement de l'Union nationale ou de solidarité nationale. Du coup, on voit quand même un opposant, le seul et l'unique opposant qui figure dans ce gouvernement, quoi de plus normal, de laisser la primeur du pouvoir discrétionnaire du président de la République, qui sait le pourquoi, le motif pour lequel il a voulu que ce jeune avocat de qualité, engagé dans son abnégation et engagement pour la cause nationale, Constant Mutamba, jeune qu'il est, et nous croyons qu'il pourra quand même faire quelque chose pour remonter la penche à une justice déjà qui pose problème. Le président de la République l'a qualifié de justice des malades. Est-ce que cela ne démontre pas que peut-être il n'était pas un vrai opposant et qu'il jouait un double jeu au sein de l'opposition? Un infiltré, parce que ça se disait lorsqu'il s'était présenté comme candidat rapporteur adjoint, ça se disait qu'il était un infiltré au sein de l'opposition. Est-ce qu'avait-il raison ceux qui disaient cela, selon vous? Dans mon entendement, je ne sais pas qualifier M. Constant Mutamba d'un infiltré, aussi longtemps que l'opposition politique est perçue
sous une forme d'une institution de la République. Souvenez-vous, la Constitution a prévu quand même un répondant juridique, la loi portant statut de l'opposition politique, avec un certain nombre de responsabilités de l'opposition bien prédéfinies dans la loi portant statut de l'opposition politique. La Constitution a prévu le porte-parole de l'opposition politique, la Constitution a prévu la participation de l'opposition dans les institutions, notamment les institutions d'appui à la démocratie, le Sénat, l'Assemblée nationale, autant pour la Commission électorale nationale indépendante. La Constitution a prévu la sacralité, le principe de la sacralité des activités réalisées par l'opposition politique. C'est-à-dire, entre l'opposition politique et la majorité présidentielle, les dénominateurs communs, c'est la patrie, la nation congolaise, l'État. Et donc, les opposants travaillent pour l'État, ceux qui sont au pouvoir travaillent pour l'État. Et donc le fait, pour Constant Moutamba, l'actuel ministre de la Justice, se retrouve au gouvernement, je crois, c'est pour la seule raison, servir le peuple congolais. C'est pour une cause noble, une cause nationale. Quant à nous maintenant de voir, et c'est une manière de mettre à l'épreuve cet opposant qui était dans une posture de critique active sur l'action du gouvernement, et aujourd'hui on remet quand même la responsabilité à un opposant de gérer un secteur aussi vital et déterminant pour l'avenir de notre pays. Est-ce que pour un secteur comme celui-là, la justice, fallait-il placer à la tête de ces ministères-là un vieux routier de la magistrature, ou bien un professeur d'université, ou un homme expérimenté, ou un jeune comme celui-là? Pensez-vous que dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec une justice que l'on qualifie de malade, qui nécessite autant de réformes, fallait placer quelqu'un qui n'a jamais été ministre pour aller prendre les ABC de la gestion ministérielle? Je ne pense pas que l'outil nécessaire pour résoudre le problème du Congo résulterait des diplômes ou encore de parcours académiques. Non, je ne pense pas, parce que nous avons eu autant pas même de l'expérience. Oui, l'expérience, c'est très important, et même le parcours académique, le background, c'est aussi important. Oui. Mais au-delà de cela, il faut un courage d'État, il faut un sursaut patriotique. Déjà, en termes de background, Constant Moutamba, c'est un porteur d'un diplôme de droit, un avocat des professions. C'est quelqu'un qui connaît quand même le routine, le rouage et je dirais même le méandre de la justice, de par sa qualité d'avocat qui a fait le tour de parquet, qui a été toujours en corrélation avec les magistrats, autant pour le juge, qui connaît les différentes réalités dans ce secteur de la justice. Et donc, lui comme avocat, il peut résoudre le problème de ces secteurs, un secteur aussi vital, un secteur qui détermine le sort de toute une république. Et donc aujourd'hui, on a plus besoin de l'intelligence pratique et non de la théorie. On a plus besoin de gens qui nous apporteraient des solutions idoines aux problème du Congo. Vous avez vu à la tête, par exemple, du ministère de l'enseignement supérieur dans le gouvernement récent, le président de la République, Samalou Kondé, le président de la République avait nommé monsieur Moïndo Zangi, qui n'est pas professeur du tout, mais de par son intelligence pratique dans ces secteurs, il a quand même pu apporter quelques solutions. Il a été contesté par les professeurs d'université. J'ai vu des professeurs faire des grèves, que ce soit à l'INIKIN, que ce soit à l'UPC, il a été contesté par les professeurs. Je ne voudrais pas remettre en cause les contestations de professeurs, c'est tout à fait normal. Qui demandaient même sa démission. Hein? C'est tout à fait normal parce que chacun de nous a le droit de pouvoir contester. Mais nous regardons beaucoup plus les résultats. Parce que la plus bonne manière d'évaluer l'action d'un membre du gouvernement, c'est les résultats. C'est le bilan. Mais c'est sous ces ministres de l'enseignement supérieur que nous avons dans l'actif du bilan même du président de la République 6 universités construites et réhabilitées. Je vous ai toujours parlé de l'université de Kinshasa, l'état actuel de cette grande université. Là, c'était lors de la visite du président Tshisekedi là-bas. Mais c'est sous la gestion d'un ministre du secteur
qui, de par ses stratégies politiques, ses politiques publiques sur le secteur, essaye effectivement d'engager une bonne dynamique pour obtenir des résultats escomptés. Bon, et donc, la gloire revient au ministre autant pour le président de la République. Revenons d'abord aux questions qu'on était en train que j'ai posées ici. Vous avez relevé un certain nombre de points. La taille du gouvernement. Selon vous, qu'est-ce qui y a milité aujourd'hui en faveur, encore une fois, d'un gouvernement éléphantesque? Qu'est-ce qui est à la base de ça? Une erreur du passé répétée? Pourtant, le président de la République, lors de la campagne électorale, nous a promis d'éviter toutes les erreurs du passé. Non, cela c'était lors de son discours d'investiture. Les discours d'investiture, et justement, je pense que ça c'est une erreur déjà commise, erreur du passé, parce que nous avons tous crié et demandé la réduction de train de vie des institutions de la République, parce que le Trésor public a besoin de gonfler l'enveloppe financière pour subvenir aux problèmes de Congolais. Le problème relatif à l'éducation, le problème de la santé, le problème de la route, le problème de la justice, etc. Et donc, nous avons besoin de l'argent, plus nous perdons de l'argent de par une taille éléphantesque du gouvernement. Je crois que c'est un manque à gagner et c'est la population congolaise qui malheureusement va en pâtir. Je vous ai dit des 57 ministres à 54, je crois qu'il n'y a pas de progrès. Mais encore que vous allez vous rendre compte que... 56 à 54. 56, bon, on compte même le Premier ministre fait partie du gouvernement, c'est comme ça que ça fait 57. Okay. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que le pays est concentré sur les intérêts de quelques individus. Aujourd'hui, si vous prenez ce que nous perdons par rapport aux dépenses courantes prises en charge des membres du gouvernement, des députés nationaux, des sénateurs, etc. Le pays dépense beaucoup d'argent. Pourtant, c'est lui que nous considérons comme souverain primaire, n'a pas droit, ne serait-ce qu'au maïs, n'a pas droit, ne serait-ce qu'aux soins de santé, n'a pas droit, ne serait-ce qu'aux routes, aux infrastructures routières adéquates pour assurer sa mobilité. Ça, il faut le souligner. Le souverain primaire n'a pas droit au centre de santé. Le souverain primaire n'a pas droit à l'emploi, au travail. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que la pyramide, cette façon de voir les choses soit renversée. Il faut privilégier d'abord le peuple et le politique viendront après. Je crois, ces gouvernements, c'est vrai, ça fait jaser, ça a présenté beaucoup d'inquiétudes, parce que moi je me demande pourquoi on a fait 6 mois pour construire un tel gouvernement qui s'apparente à un gouvernement des remaniements, à un gouvernement de Sama 3, alors que nous avons perdu beaucoup de temps. Pourtant, le pays est dans une situation de précarité sociale, dans une insécurité permanente. Nous avons des besoins cruciaux auxquels nous devons le répondre par un gouvernement qui devra travailler avec une vitesse exponentielle. Est-ce que la taille de ces gouvernements qualifiée d'éléphantesque n'est-elle pas liée à ce que Kamere avait dit? Vous vous souvenez l'autre fois, lorsque, à l'issue de l'audience lui accordée par Augustin Kabouya lors des consultations, Kamere avait dit que les réalités sociologiques, géopolitiques de notre pays ne commandent pas un gouvernement de moins de 50 personnes. Est-ce qu'il avait raison de le dire? Il y avait Kamere, il y avait aussi Laurent Batumuna qui demandait que le gouvernement soit éléphantesque. Il peut avoir raison, mais dans un contexte politique. Mais est-ce qu'il peut avoir raison dans un contexte sociologique? Est-ce qu'il peut avoir raison au regard de l'aperçu du peuple congolais? Je dis non. Est-ce qu'on constitue le gouvernement pour satisfaire les acteurs politiques, membres d'un regroupement politique, Union sacrée de la nation, ou on constitue un gouvernement pour satisfaire l'intérêt général de la population? C'est en cela qu'il y a la démarcation en termes de conception entre le pouvoir et le peuple. Je crois que sur ce point de vue, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas raison. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les systèmes le plus nocifs qui s'installent, c'est les systèmes de la particratie. C'est les partis politiques qui concentrent la totalité
du pouvoir. Vous avez vu toutes ces cacophonies, des conflits inutiles, les mêmes pertes de temps qu'il y a eu au niveau pour la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, simplement parce qu'il y a des acteurs politiques qui exprimaient leurs caprices politiques en vue des positionnements politiques. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient d'être président de l'Assemblée nationale et il quitte, d'abord il a été président du bureau provisoire de la même institution, il devient président du bureau définitif de la même institution et après il redevient président du bureau d'âge de la même institution et après il devient un deuxième vice-président de la même institution. Mais où est partie l'éthique, le bon sens, la moralité publique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes au sein de l'Union sacrée qui peuvent assurer ces genres de fonctions ou de postes? Je crois que le président de la République devra vraiment éviter d'entretenir aussi longtemps possible le frustration parce que, écoutez, l'Union sacrée de la nation est une grande mosaïque. Le pouvoir doit être rotatif. La première vague qui a pris le pouvoir et qui l'a assumé comme tel, et après, on doit confier le pouvoir à la deuxième vague, à la troisième vague. Comment on peut avoir le même ministre qui était membre du gouvernement dans le premier gouvernement sous le mandat du président Tshisekedi et il devient ministre jusqu'à aujourd'hui? Pourtant, si vous regardez dans les actions, dans son bilan, il n'y a pratiquement rien. Vous prenez un secteur. Parce que je ne voudrais pas mettre ma langue dans ma poche. Aujourd'hui, je serais quand même beaucoup plus véridique et beaucoup plus direct. Vous prenez par exemple le ministère de l'Aménagement du Territoire. Aménagement du Territoire. Quel est le bilan que nous pouvons faire à charge, un bilan positif bien entendu, à charge de celui qui assumait sa responsabilité institutionnelle sur ses ministères? Vous voulez parler de qui? Du ministre Guy Londo? Mais bien sûr que oui, c'est lui le ministre du secteur. Mais qu'est-ce que le ministre a fait durant tout son mandat en tant que ministre de la République dans un secteur bien déterminé? Est-ce que vous avez déjà vu ne serait-ce que 1 sur 5 mètres de la République qui a été aménagé? Est-ce que le ministre a aménagé ne serait-ce que sa propre avenue, là où il habite? Alors qu'il est le... Vous voulez dire que Guy Londo n'a rien fait depuis qu'il est là? Quel est le bilan? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui le confirme. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on peut retenir de positivité dans le passage de ces ministres à la tête de ce ministère de l'Aménagement du Territoire? Maintenant, la grande question qu'on se pose, quelle est la raison pour sa reconduction en tant que ministre du même ministère? Il n'a rien foutu et il se retrouve encore là. Est-ce qu'avez-vous fouillé dans les annales de ces ministères pour voir qu'il n'a apporté aucune réforme avant de dire ce que vous venez de dire maintenant? Les réformes en termes de texte, nous n'en avons pas besoin. Les réformes en termes de résultats, c'est cela que nous avons besoin. Vous aurez voulu qu'il fasse quoi exactement? Non mais réaménager le territoire congolais. Regardez seulement l'état de l'actuelle ville-province de Kinshasa. Il y a un besoin d'un désengorgement de la ville. On peut délocaliser certaines institutions qui sont concentrées malheureusement ici dans la ville de Gombe. Vous pouvez prendre par exemple de quartiers comme le Bibois, l'Ensélé, etc. Envoyer certaines institutions là-bas. C'est cela, aménager un territoire. C'est cela le travail de ces ministres. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Je vous ai posé la question. Connaissez-vous ne serait-ce que 1 sur 5 mètres du territoire congolais qui a été aménagé par les ministres de l'aménagement du territoire? Ça n'existe pas. Maintenant, pourquoi on va le reconduire en tant que ministre du même secteur? Et pourquoi Nicolas Kazadi est parti? Pourquoi Tony Mwaba est parti? Ils ont fait un bon travail selon vous? Non, mais pourquoi les autres sont partis et pourquoi les autres sont revenus, sont maintenus au même poste? Quelle est la raison? Vous citez là les noms des gens qui étaient accusés à tort ou à raison d'avoir détourné des fonds publics. Je dis bien à tort ou à raison, parce que c'est la justice qui doit finalement déclarer tel ou tel coupable. Non mais ici je voudrais rester orthodoxe et cohérent dans ce que je dis. Si Nicolas Kazadi est parti à cause des détournements de fonds publics de l'État, oui, je dirais ça c'est une bonne chose. Mais pourquoi les autres resteraient du moment où nous sommes en train de fouiner dans leur bilan et on ne retrouve aucune positivité en termes d'action pour le peuple? Ils resteraient pourquoi? Alors,
Manik Sienda, vous avez parlé aussi d'un autre écueil, d'un autre problème qui se pose avec ce gouvernement souminois, c'est la représentation nationale. Pensez-vous effectivement que l'équilibre géopolitique a été respecté dans la composition de ce gouvernement? Je ne pense pas. Et comment? Mais la question est d'abord celle de savoir qui est le ministre qui représente. Je prends par exemple la province du Lualaba. Qui est le Rien ministre? du tout. Non, mais écoute. D'ailleurs, moi, ma petite proposition, et je pense que c'est la proposition la plus salvatrice pour correspondre aux besoins de la réduction de train de vie des institutions, on aurait pu avoir 26 ministres en raison de 26 provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Donc 26 ministres, point. Point. C'est plus simple que ça. Plus simple. Plus simple que ça. Et on pouvait compacter certains secteurs au lieu de les dissocier pour donner les responsabilités à plusieurs ministres. Le ministère comme le ministère de l'aménagement du territoire. Vous pouvez le fusionner avec l'urbanisme et habitat. Ou encore affaires foncières si vous voulez. Comment vous pouvez avoir le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la recherche scientifique? Comment on peut dissocier l'enseignement supérieur et la recherche scientifique? Je ne comprends pas. Si ce n'est pas l'idée de satisfaire les intérêts gloutons de certains membres de l'Union sacrée de la nation au détriment du peuple, malheureusement. Vous savez, moi je l'ai dit, hein. Moi j'ai pensé que le président de la République, lors de la constitution de ce premier gouvernement, de son deuxième mandat, allait décevoir la classe politique congolaise. Décevoir? Oui. Comment ça? Parce que moi j'ai toujours demandé au président de décevoir les acteurs politiques congolais. Parce que si le président ne déçoit pas les acteurs politiques congolais, finalement il va décevoir le peuple. Ah bon? Mais bien sûr. Vous pouvez répéter encore ça? Si le président ne déçoit pas les acteurs politiques congolais, il finira par décevoir le peuple congolais. Souvenez-vous. Et vous avez l'impression que c'est le cas maintenant? Non, mais j'ai très peur. Parce qu'on tend vers une telle hypothèse. J'ai très peur. Parce que le président Tshisekedi n'a plus de compte à rendre à tous ces gens-là, acteurs politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Il n'a plus de compte à rendre. On pouvait se réveiller un bon matin, on voit un gouvernement composé de jeunes de pas plus de 26 ministres et de jeunes de pas plus de 30 ans. C'est possible. Et vous voulez vous acharner au président de la République? Oui, il est le président de la République. Il détient le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui qui détient le pouvoir de nommer le membre du gouvernement et il en a fait. Alors, qu'est-ce que vous pousse à dire que la représentation... Vous avez évoqué ici les cas de la province de Lualaba. Et juste pour cela, l'équilibre géopolitique n'a pas été respecté. Non, mais il y a bien de provinces. Il y a bien de provinces. Je ne saurais pas citer toutes les provinces. Il y a les Maniema aussi, hein, les Maniema qui n'a aucun ministre. Mais ma question est de savoir, aujourd'hui, qu'il y a un gouvernement de 54 membres, il y a des frustrations, des levées de boucliers au sein de la classe politique de l'Union sacrée. Les gens sont mécontents parce qu'ils ne se retrouvent pas. Vous avez suivi même Eliezer Tamboué qui a exprimé aussi son ras-le-bol, le fait que son regroupement avec 14 députés, mais n'a pas eu un portefeuille avec 26 ministres, comme vous venez de le dire. Vous pensez que ça n'allait pas causer encore plus de frustration que celle que nous avons aujourd'hui? Entre décevoir les politiciens et satisfaire le peuple, qu'est-ce qui compte? C'est la deuxième possibilité. Oh, mais les acteurs politiques représentent aussi les peuples dans leur coin. Pas du tout. Chacun a son point politique dans son coin. Pas du tout, pas du tout. Ils ont milité pour que le président Tshisekedi soit élu. Ils ont bâti campagne, ils ont demandé à leur base de voter pour le président de la République. Je veux vous le démontrer. Parce que dans tout le cas, c'est le peuple qui devient victime. Vous prenez un ministre qui a chapeauté le ministère pendant plus de 2 ans, comme ministre d'un secteur précis. Il bénéficie de fonds. Prenons le cas du ministre du budget, par exemple. Il bénéficie de fonds de la République, l'argent de l'État, de surcroît l'argent du peuple.
les véhicules de l'État, les policiers de l'État, l'armée de l'État, la maison de l'État. Mais finalement, la question, mais qu'est-ce que lui a fait pour l'État? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple? Ça n'existe pas. Et c'est cela le problème. Je répète ce que j'avais dit tantôt, il faut que le président de la République essaye de décevoir la classe politique congolaise en vue de satisfaire l'intérêt général de la population. Est-ce qu'il n'a pas déçu la classe politique aujourd'hui avec ce gouvernement ici? Vous pensez que tous les acteurs politiques sont contents de ce qui s'est passé? Non, mais pas du tout, c'est vrai. Le débat qui divise les acteurs politiques, c'est un débat de positionnement. C'est un débat de quotas. Ceux de l'AFDC vont dire pourquoi l'AFDC n'a pas ne serait-ce qu'un poste de vice-premier ministre dans ce gouvernement. Pourquoi l'UDPS en a autant? Premier ministre, membre de l'UDPS. Ministre Liao, vice-premier ministre, membre de l'UDPS. Ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, membre de l'UDPS. Vice-premier ministre de la Défense, Guy Mondiavita, membre de l'UDPS. Pourquoi autant de postes pour l'UDPS? Pourtant, il y a d'autres forces politiques qui constituent un poids politique majeur dans la formation politique qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, qui malheureusement ne se retrouve pas le cas de l'AFDC. Pour ça, je crois qu'il y aurait des raisons valables pour que ce parti soit frustré. Ça, c'est pour des raisons de positionnement politique. Mais ici, je voudrais qu'on essaye un peu braquer sur l'intérêt du peuple. Est Premier ministre sur base de quoi? Moi, je ne sais pas. Il n'est pas de l'UDPS, Moukoko Samba? Non, Moukoko Samba n'est pas de l'UDPS. Il est de quel parti politique? Il a son parti politique. Je ne sais même pas si... Mosaïque de l'UDPS ou un parti? Ça doit être Mosaïque de l'UDPS, mais du coup, on sait que c'est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Moukoko Samba, peut-être qu'il a joué un rôle aussi important dans l'élaboration de beaucoup de stratégies politiques, surtout lors de la campagne. N'oubliez pas qu'il était coordonnateur en charge de questions politiques pour la campagne du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut-être en raison de son expertise politique qu'on lui a confiée. Mais le choix de Moukoko, je pense, ne dérange pas beaucoup de gens. Ah, ça ne dérange pas? Le choix de Moukoko, il a été avec Matata Mpogno. Le choix de Moukoko, je pense, ça ne dérange pas beaucoup de gens. Parce que Moukoko a un parcours, a une histoire. Moukoko a un témoignage que nous pouvons retenir de par son passé en tant que gestionnaire. Un très bon gestionnaire, hein? Gestionnaire de la République à la tête du ministère de budget à l'époque. Et donc aujourd'hui, Moukoko comme ministre de l'économie, je pense qu'il peut bouger les lignes. Il peut changer quand même quelque chose. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement avec le ministre de l'économie qui vient de partir, malheureusement aujourd'hui devenu président de l'Assemblée nationale, professeur en économie, un économiste... Vital Kamere, un économiste... Vous pensez qu'il n'a rien foutu là-bas? Non mais qu'est-ce qu'il a fait? Vital Kamere n'a rien foutu comme qu'est-ce qu'il a fait? Vice-premier ministre, ministre de l'économie. Il nous a laissé les zones d'inflation dans le marché de change congolais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, les dollars restent au zénith. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, la République démocratique du Congo présente encore des problèmes sérieux sur le plan économique. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a plus besoin des diplômes. On n'a plus besoin des théories. Aucune théorie en économie ne peut être acceptable si elle ne produit pas des résultats dans la vie de la population congolaise. Ah bon? Bien sûr que oui. Il faut que ça produise des résultats sur terrain. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Vous savez, moi, ça me fait très mal qu'on me confie un poste de responsabilité qui correspond avec mon domaine de prédilection. Je suis juriste. Dès lors qu'on me nomme ministre de la Justice, il faut que je prouve de quoi je suis capable. De Yozolo Kamere Tinandenga Longoana, Atikala Osa et Logote, en tant que ministre de l'économie, c'est grave, Mamadou Lobana. Tout le monde a Kamere Awa, Kokende, ko importé Masango, na Zambie, Masango Kitatalo, na Grand Katanga, Tina Kasai. Non, ça c'est de fait anodin. Voilà. Le problème du Congo, c'est un problème sérieux. Il ne faut pas le minimiser. Nous avons un secteur très important, le secteur de l'agriculture.
Non, mais l'économie, c'est un ministère qui travaille toujours dans ce principe de l'interministérialité, en collaboration avec les autres secteurs. Il faut une politique économique qui doit être répercutée sur le secteur de l'agriculture. Pour capitaliser une politique agricole pour capitaliser effectivement les 80 millions d'hectares de terres arables que nous avons dans notre pays. Les 40 millions d'hectares de terres irrigables que nous avons dans notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, le Congo regorge de potentialités énormes en termes de richesses, en termes de ressources. Malheureusement, le plus grand problème que nous avons, un problème d'hommes. Alors, Manik Sienda, vous avez évoqué un autre problème ici, c'est la présence des anciennes figures, des gens qu'on a connus depuis le début. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Jean-Lucien Boussa, un ministre depuis le gouvernement Badibanga, quelqu'un comme Aimé Boji, ils sont nombreux, hein, ils sont au total 20 ministres qui étaient là, ils sont encore là. Leur présence, ça ne vous plaît pas là? Non, mais du moment où je ne vois aucun bilan positif à charge de ces ministres-là, je me demande qu'est-ce qu'ils feraient encore à la tête. Et même par exemple, selon vous, il n'a rien apporté? Puis qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous aurez voulu qu'il fasse quoi si vous dites qu'il n'a rien fait? Le secteur du budget, c'est quand même un secteur très important. Le secteur du budget, c'est un secteur très important. Aujourd'hui, on parle du budget national en termes de 16 milliards de dollars. Ah, donc ça veut dire que c'est parti, parti des 4 milliards jusqu'à 16 milliards. Non, mais encore que le budget de 16 milliards n'est qu'une prévention. Ce n'est pas une réalité en termes de finances qui sont contenues dans le trésor public de l'État. Parce qu'au-delà de budget... Oui, c'est une projection, bien sûr que oui, mais on a un budget de 16 milliards. Les réalités budgétaires doivent correspondre avec les réalités financières actuelles. Parce que lorsque nous effectuons les dépenses et que nous n'arrivons pas à atteindre les assignations déterminées dans le budget de l'État, alors là on recourt à la méthode de la gestion sur base caisse. C'est la méthode pragmatique. Qu'est-ce que vous avez, combien vous avez dans le trésor, et nous devons gérer le pays sur base de l'argent que nous avons dans le trésor public. Et là, le budget en termes des projections tombe. Le pays devra vivre selon la réalité financière de l'heure. C'est-à-dire, nous avons besoin d'un ministre de budget qui doit rapprocher la projection budgétaire à la réalité financière de l'heure pour que nous palpions effectivement le véritable changement que nous avons besoin. Alors, Manix, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Défenses hier, aujourd'hui, vice-premier ministre au transport. Vous avez compris quand même ces changements-là, il peut apporter quelque chose, hein, vu les bilans qu'il laisse au ministère de la Défense. Il peut apporter quelque chose? Mais je serais peut-être la première personne qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas la mutation de Jean-Pierre Bemba, de ministre de la Défense au ministre de Transport. Moi, Jean-Pierre Bemba, à sa place, je n'accepterai pas. Comment ça? Non, mais encore une fois, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba, comme ministre de la Défense, a foutu à la tête de ces ministères qui présentent des problèmes sérieux sur le plan de la sécurité? Est-ce que vous savez que lorsque Jean-Pierre Bemba a été nommé comme ministre de la Défense, le Rwanda avait peur, Kagame avait peur, le M23 avait peur. Mais finalement, après la gestion de Jean-Pierre Bemba, on a compris que ce n'était qu'un chien en plastique qui aboyait, et en réalité, il n'accordait aucune possibilité pour apporter le résultat dans ces secteurs de la défense et sécurité du pays. Et il n'a rien foutu comme vice-premier ministre. Plusieurs territoires ont été pris en otage par le groupe rebelle sous la gestion de Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Sécurité et Défense. Les cas sont là. Encore une fois, nous avons loupé l'occasion d'avoir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour apporter des solutions idoines aux problèmes.
problème. Mais lui qui a été dans le secteur de dans le secteur du transport avec Sibé Zahir à une certaine époque, tout ça, vous ne pensez pas qu'il peut quand même être utile, apporter quelque chose dans ce secteur des transports où aujourd'hui on a peut-être des problèmes d'avion et tout ça, il peut quand même apporter quelque chose là-bas? Vous savez, beaucoup de gens sous-estiment la méthode des sélections du président de la République, mais les hommes les plus intelligents comprennent la méthode du président Tshisekedi. Est-ce que vous savez que le président Tshisekedi a exposé beaucoup de figures de proue en leur confiant le poste des responsabilités respectivement à leur domaine des prédilections et qu'après, c'est au peuple de réaliser que ces gens-là n'ont rien foutu. Le président Tshisekedi a nommé M. Vital Kamerhe comme ministre de l'économie en raison de son expérience, de sa connaissance, de son intelligence sur le secteur de l'économie. Mais quel est le résultat? Zéro. C'est-à-dire, sur le plan politique, M. Vital Kamerhe s'est discrédité au vu du peuple. Il a nommé M. Jean-Pierre Bemba en raison de son expérience, parce qu'il a été quand même un chef de guerre. Il connaît les réalités de l'Est comme chef d'un groupe militaire dans la partie Est. Mais après, qu'est-ce que Bemba a apporté comme résultat dans ce secteur? Encore une fois, M. Jean-Pierre Bemba s'est discrédité de lui-même. Je dirais le même cas pour Moussa Nyamwisi et tous les autres. C'est-à-dire dans les élections de 2028. Si Vital Kamerhe vient comme candidat président de la République, il n'aura aucun respect du peuple. Si Jean-Pierre Bemba revient comme candidat président de la République, il n'aura aucun respect du peuple. Si Moussa Nyamwisi vient comme candidat président de la République, il n'aura aucun respect du peuple. Le peuple observe. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il faudrait que le jeune Constant Moutomba fasse beaucoup attention parce que le poste qu'on lui a confié comme opposant, eh ben, ça peut jeter en pâture toute sa carrière en tant qu'opposant s'il n'accomplit pas les déshydratats du peuple à la tête de ses ministères de la justice. Le peuple regarde, le peuple observe. Tu as critiqué la gestion du gouvernement, tu as critiqué le secteur de la justice, et puis après, on te confie le même secteur. Si tu ne le gères pas convenablement, le peuple ne t'acceptera pas lorsque tu viendras encore comme opposant. Vous savez que monsieur Kankou, il y aura un moment où le peuple va commencer à lapider les acteurs politiques. Ah bon? Au côté de la politicien, oh mais là c'est grave. Ils ont la opposition, ils ont le pouvoir. Donc comme à Wana, peuple de plus en plus, à la sacrifier, de plus en plus, politique, sacrifier l'avenir de toute une nation. Donc comme à un moment où discours, il y a politicien, il y a soutien dans le peuple congolais. Ah bon? Ah ben ouais. Donc comme à un moment. Donc ça veut dire que yo ozo pesa chance na gouvernement simi na OK ba ko changer makambo. Chance to pesa bango. Mais pour zolo ba ke to koma na moment wana. To koma wana soki bato bazui mokumba ya ko gérer mboka. Ba ko ça il a peuple té. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Vous et moi, nous sommes de jeunes. On a étudié, on a terminé les études sans aucune subvention du peuple. Mais on travaille comme vaillants combattants de la société pour léguer un héritage de prospérité à nos enfants. Mais après, qu'est-ce qu'on va léguer comme héritage à nos enfants? Nous sommes sacrifiés, nos enfants viendront, ils seront sacrifiés, et ainsi de suite. Vous savez, par moments, quand les gens demeurent opprimés, mais lorsque les opprimés fédèrent leur faiblesse, ils vont constituer une force. Et lorsqu'ils vont constituer une force, ils vont dégager tous ces gens qui sont à la tête du gouvernement. Monsieur Manix Yenda, nous sommes à la fin de cette émission. On doit noter quand même une présence remarquable des femmes. 31%, 17 femmes aujourd'hui. Ça vous dit quelque chose? Merci aux champions de la masculinité positive. Le président Tshisekedi, sur ce point-là, reste quand même un exemple pour la promotion des droits de la femme dans notre pays. C'est pour la première fois que le quota des femmes augmente dans le circuit des décisions du pays.
C'est pour la première fois que nous avons à la tête de la Banque centrale du Congo une femme sous les mandats. Qui ne fout rien là-bas, hein, parce qu'elle est là, en tout cas. Ici, je ne parle qu'en termes de quota des représentations féminines. Je ne parle pas des actions. Là, ça sera une autre manche du débat. Mais en termes de représentation féminine, je crois que le quota des femmes a sérieusement augmenté et c'est grâce effectivement à l'apport du président de la République. Autant pour le quota de la jeunesse, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans le gouvernement, dans les entreprises publiques de l'État, etc. Sur ce point, le président de la République coud le chapeau. Mais au-delà du genre, nous avons besoin de résultats. Lorsque vous êtes femme, surtout une femme qui vit dans une communauté dominée par le pouvoir masculin, vous avez le devoir de faire la différence. Madame Souminois n'a pas droit à une erreur. L'erreur de Madame Souminois, c'est l'erreur de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Ah bon? Mais bien sûr que oui. Les mérites de Madame Souminois, Judith, c'est la gloire de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Et donc, si Madame Souminois gère mieux le gouvernement de la République avec des résultats palpables, eh ben, le peuple congolais peut reconduire cette madame, cette fois-là, à la magistrature suprême. C'est possible. En 2028. L'erreur qu'a commise Madame, la femme du PPRD qui était à la tête de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, cette erreur doit être évitée par Madame Souminois. Mabunda a échappé une plus belle occasion d'inscrire dans le panthéon de l'histoire politique de ce pays le nom d'une femme. Une femme très intelligente. Hein, très intelligente, malheureusement emportée au gré de vague d'un individu considéré comme l'autorité morale du PPRD. C'est-à-dire, Madame Souminois doit travailler. C'est comme ça que je voudrais quand même dire au président de la République de laisser les champs libres à Madame Judith Souminois. J'aurais bien voulu que Madame Souminois ait même la latitude de désigner le membre du gouvernement de son choix. Comme ça a été le cas pour Matata sous la gouvernance de Joseph Kabila. Kitebi, c'était le ministre de Matata et non de Kabila. Moukoko Samba, c'était le ministre de Matata et non de Kabila. Absolument. Et dans ce gouvernement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui est le ministre de Madame Souminois dans ce gouvernement? Qui est le ministre de Madame Judith? Guy Luando? Non. Non. Didier Boudimbo? Non. Jean-Pierre Bemba? Non. Pourtant, on nous dit le président de la République nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Quelle a été la proposition concrète du Premier ministre? C'est-à-dire qu'il faut que le président laisse un champ libre à Madame Judith Souminois d'opérer, de matérialiser sa compétence en tant que femme. Elle a des ambitions. Elle a une vision pour le Congo. Il faut un champ libre pour qu'elle exprime tout ce qu'elle a comme capacité de servir le peuple congolais. Et c'est par là qu'elle va laisser ses empreintes. Et il faudrait aussi qu'elle-même, Madame Judith Souminois, ait quand même du sursaut patriotique. Qu'elle ne fasse pas comme ça a été le cas avec Samalou Konde, qui a accepté de faire le profil bas en laissant le président de la République agir comme le chef du gouvernement. Est-ce que vous savez que M. Samalou Konde, à dessein, il a refusé de communiquer? À dessein. J'ai bien dit à dessein, il a refusé de communiquer, pensant qu'il va faire ombrage à l'institution président de la République, alors que c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui endosse sa responsabilité devant le Parlement, c'est lui qui élabore le programme d'action du gouvernement dans tout le secteur de la vie nationale, c'est lui qui est le responsable en termes d'action devant le peuple. Alors, Madame Judith Souminois, soyez courageuse, soyez déterminée, soyez engagée. Et au président de la République, de laisser un peu le champ à cette femme, d'inscrire une nouvelle page de l'histoire politique de ce pays, cette fois-là avec le nom d'une femme à la tête du gouvernement. Toutes mes bonnes chances au gouvernement Judith Souminois, toutes les bonnes chances à tous les nominés ministres dans ce gouvernement, et je leur dirai, le peuple vous observe, vous n'avez pas droit, ne serait-ce que pas droit à une erreur. Une erreur de plus serait l'explosion de toute la République.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Restez branchés. Ou sinon, abonnez-vous massivement à GSR Congo Télévision pour ne pas rater nos productions. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine.